Que se passe-t-il lorsque nous mourons? L'expérience s'arrête-t-elle à jamais? Ou continuons-nous à vivre d'une manière ou d'une autre? Plus de la moitié de l'humanité croit que la mort n'est pas la véritable fin de la vie et qu'au-delà de ce seuil mystérieux, quelque chose continue. Le point de vue habituel des universitaires laïcs est que ces croyances ne sont rien de plus que des vœux pieux, le produit de notre peur de la mort et de notre incapacité à comprendre la fin ultime de l'expérience. Moi aussi, j'ai du mal à imaginer comment ce vaste univers pourrait être organisé de manière à préserver tous les esprits au moment de la mort, vraisemblablement pour l'éternité. Personnellement, je ne suis pas religieux, mais je ne crois pas que nous puissions simplement rejeter la possibilité d'une survie. Malgré les nombreuses découvertes de la science moderne, la réalité reste profondément mystérieuse. Certains philosophes et penseurs respectés estiment par exemple qu'il existe une possibilité non négligeable que notre réalité entière soit une simulation créée par une civilisation avancée dont les objectifs dépassent notre entendement. Il va sans dire que si nous vivons dans une simulation, tous les paris sont ouverts quant à ceux que nous pouvons nous attendre à vivre à notre mort. Saviez-vous que notre réalité est régie par des principes anciens et profonds? Le livre Le Kybalion dévoile ses secrets hermétiques en expliquant le fonctionnement de l'univers. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour recevoir gratuitement votre exemplaire du Kybalion. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. Nombreux sont ceux qui pensent que les expériences de mort imminente, EMI, et la réincarnation apparente sont des preuves possibles de la survie. Dans le monde du paranormal, nous trouvons des rapports sur des phénomènes étranges qui résistent aux explications ordinaires, et j'ai lu plusieurs cas qui me semblent profondément anormaux. J'ai étudié la psychologie à l'université de Northampton, au Royaume-Uni, l'une des rares universités au monde à disposer d'un département de parapsychologie. La lecture de certains de ces cas étranges figurait au programme de mes études de premier cycle. Si, en fin de compte, je ne suis pas convaincu par ces cas, je ne rejette pas la possibilité d'une vie après la mort. En fait, je suis convaincu qu'elle existe. En fin de compte, ce ne sont pas d'étranges phénomènes paranormaux qui m'ont convaincu que la conscience survit à la mort. C'est plutôt un argument philosophique que j'ai rencontré bien plus tard, alors que j'étais étudiant en philosophie. Cet argument, comme nous allons l'explorer aujourd'hui, semble démontrer que la conscience est immortelle, que la mort, en tant que fin réelle de l'expérience consciente, est une illusion épistémique et qu'après la mort, nous devrions nous attendre non pas à l'oubli, mais à un sentiment durable d'avoir toujours existé, bien que manifesté sous la forme d'autres êtres conscients. Cet argument, qui émane du philosophe Thomas Clark, peut être considéré comme une forme de réincarnation impersonnelle, et c'est, je pense, le moins que nous puissions espérer vivre après la mort. Malgré cette affirmation apparemment audacieuse, il s'agit d'un point de vue qui ne repose pas, comme on pourrait le croire à première vue, sur une vision exotique de la conscience. Comme nous le verrons, cet argument serait valable même si nous vivions dans un univers entièrement physique, régi par des lois physiques totalement inconscientes et sans direction. Pour être clair, je pense que la conscience pourrait bien être plus fondamentale que ce que la science matérialiste actuelle a pu apprécier. Mais je trouve fascinant qu'un point de vue qui ne prétend rien de tel offre l'argument de survie le plus profond qu'il m'ait été donné d'entendre. C'est cet argument, ainsi que ses implications extraordinaires, que nous allons explorer aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné, cet argument provient du philosophe Thomas Clark et se trouve dans son essai intitulé « Death, Nothingness and Subjectivity » la mort, le néant et la subjectivité. Clark commence son essai en soulignant une erreur étonnamment commune commise par les penseurs laïcs et scientifiques. Si la mort est la fin de l'expérience, alors l'individu mourant devrait s'attendre à être jeté dans l'oubli du néant au moment de sa mort. Clark cite de nombreux penseurs laïcs qui remplacent les notions religieuses de paradis et d'enfer par le concept de néant. Clark souligne que de nombreux laïcs ont dépeint à tort la mort comme s'il s'agissait d'une sorte de néant positif. Une situation éternelle dans laquelle le sujet expérimentant est plongé, comme dans un océan sombre, au moment de la mort. L'erreur, comme le souligne Clark, est de réifier le néant, d'en faire une condition ou une qualité positive, par exemple le noir, et d'y placer l'individu après la mort, de sorte que nous tombons en quelque sorte dans le néant, pour y rester éternellement. Clark est loin d'être le premier à souligner cette erreur logique. Il y a plus de 2 millénaires, le philosophe grec Épicure écrivait «
La mort n'est rien pour nous. Lorsque nous existons, la mort n'est pas. Et lorsque la mort existe, nous ne sommes pas. Clarke affirme que lorsque nous nous débarrassons de cette idée erronée, selon laquelle une sorte de rien positif nous attend à la mort, une image étrange et contre-intuitive émerge, une nouvelle conception de l'immortalité. Nous sommes presque prêts à nous plonger dans le profond argument de Clarke en faveur de l'immortalité de la conscience, mais avant cela, nous devons d'abord comprendre une vérité fondamentale sur les êtres conscients. Clarke appelle cette vérité la continuité subjective personnelle. Elle fait référence au fait qu'en tant qu'être conscient, nous vivons notre vie entière comme une séquence ininterrompue d'expériences. Bien qu'il y ait de nombreux moments dans la vie où nous sommes inconscients, comme pendant un sommeil sans rêve ou sous anesthésie générale, ces moments d'inconscience n'existent tout simplement pas pour nous. Cela crée notre continuité subjective personnelle, dans laquelle la subjectivité comble tous les vides, et notre vie entière existe pour nous comme un flux continu de conscience. Comme l'observe Clarke, notre nature d'être conscient fait que nous existons toujours pour nous-mêmes. Ce bloc d'expérience est entrecoupé à son début et à sa fin par notre naissance et notre mort. Mais de même que nous n'avons aucun souvenir des milliards d'années qui ont précédé notre naissance, nous ne devons pas non plus nous attendre à être plongés dans une nuit éternelle après la mort. Au contraire, Clarke affirme que la mort ne sera pas la fin de l'expérience. Pour comprendre pourquoi, nous allons maintenant explorer une expérience de pensée que j'ai adaptée de celle de l'essai de Clarke. Imaginons un monde où une technologie médicale de pointe permet aux gens de subir un processus remarquable, connu sous le nom de pause de vie. Pendant la pause de vie, la conscience d'un individu est temporairement interrompue et des opérations chirurgicales avancées, semblables à des transformations complexes du cerveau et du corps, ont lieu. Cette technologie permet non seulement de suspendre le temps, mais aussi de personnaliser les souvenirs, les traits de personnalité et même l'apparence physique. Voici maintenant notre protagoniste, Alex. Désabusé par sa vie, Alex décide de se soumettre à LifePause pour une période prolongée. Il autorise également les techniciens de LifePause à apporter toutes les modifications qu'ils souhaitent à son esprit et à son corps. Avant la procédure, Alex est Alex classique. Après la transformation, cependant, il y a deux résultats possibles. Le premier, nous l'appellerons Alex 2.0. Dans ce scénario, les changements effectués pendant la pause de vie sont modérés. Alex 2.0 se réveille avec une version affinée des caractéristiques originales, peut-être une personnalité légèrement modifiée ou de nouvelles préférences. Alex 2.0, par exemple, se rend compte qu'il aime maintenant le café, alors qu'Alex classique ne l'aimait pas. Du point de vue d'Alex 2.0, la transformation est ressentie comme une continuation sans heure du même voyage conscient dans la vie. Passons maintenant au deuxième scénario. Cette fois, la procédure de LifePause crée Alex Reborn. Ici, LifePause introduit des modifications beaucoup plus radicales. Alex Reborn se réveille avec des changements significatifs. Peut-être une personnalité complètement différente, des souvenirs différents et même une apparence physique différente. Pourtant, malgré ces différences frappantes, l'expérience subjective reste ininterrompue. Le monde dans lequel nous vivons n'est que la réalité par défaut. Il en existe de bien plus puissantes. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour rejoindre gratuitement le portail et sauter dans une nouvelle réalité. D'Alex classique à Alex Reborn, il n'y a pas de vide ou d'interruption de la conscience. Alex Reborn est très différent d'Alex classique et pourtant il a l'impression d'avoir toujours existé. Qu'Alex apparaisse comme une version raffinée, comme dans Alex 2.0, ou comme un personnage radicalement différent, comme dans Alex Reborn. L'idée clé est que, subjectivement, le fil de la conscience persiste. Passons maintenant à la dernière partie de l'expérience de pensée. Imaginons maintenant qu'au lieu de subir une pause de vie, Alex soit impliqué dans un accident de voiture mortel sur le chemin de la clinique de pause de vie, ce qui entraîne sa mort naturelle et irréversible. Imaginons maintenant que, plus tard, une nouvelle conscience émerge dans l'univers, sans lien causal direct avec Alex. Néanmoins, nous appellerons cette nouvelle conscience Alex renouvelé. C'est ici que nous réalisons une vérité surprenante. Il n'y a pas de différence entre ce qui se passe dans la procédure de pause de vie et la continuité subjective entre ces êtres conscients éloignés. Tout comme pour la pause de vie, la transition d'Alex classique à Alex renouvelé n'entraîne pas de vide subjectif. Il n'y a pas de vide expérientiel, pas de rencontre directe avec le néant. Au lieu de cela, comme dans les autres scénarios, il y a une transition transparente d'un état subjectif à un autre, même si les souvenirs, la personnalité et la physicalité diffèrent grandement.
Nous sommes simplement toujours cette subjectivité générique, où et quand elle apparaît dans l'univers. Lorsque nous constatons que chaque Alex est la même identité, les implications sont profondes. Alex est tout le monde dans tous les scénarios. Alex est vous. L'idée clé est que la mort et la naissance peuvent être considérés comme identiques à ceux qui se passent dans le scénario de la pause de vie. Et c'est en effet la même chose que ce qui se passe entre chaque moment conscient de notre vie. Comme l'écrit Clarke, même si tous les centres de conscience s'éteignaient et que la prochaine créature consciente apparaissait dans des millions d'années, peut-être dans une galaxie très très lointaine, il n'y aurait toujours pas d'interrègne subjectif. La subjectivité sauterait ce fossé objectif aussi facilement qu'elle saute le fossé entre notre dernière expérience avant le sommeil et la première au réveil. Tous les éons ennuyeux qui s'écoulent sans l'existence d'un sujet ne seront pas pertinents pour le sujet qui naît. Ils ne compteront pas non plus comme du néant pour toutes les entités conscientes qui ont cessé d'exister. La subjectivité, la conscience, l'expérience, quel que soit le nom qu'on lui donne, ne cessent jamais de se manifester en ceux qui la concernent. L'expérience de pensée montre que ce que nous sommes vraiment, notre véritable identité durable, c'est la conscience elle-même, ou ce que Clarke appelle la subjectivité générique. Il convient de préciser que ce concept est très différent de l'idée traditionnelle de la réincarnation, selon laquelle votre conscience spécifique, après la mort, se retrouverait soudainement dans un nouvel être. Au contraire, le continuum de la conscience transcende l'identité individuelle. Il est plus juste de dire que vous continuez en tant que conscience elle-même. Et bien que cela puisse sembler une platitude familière, l'expérience de pensée montre à quel point nous partageons intimement l'identité subjective avec tous les êtres conscients. Réfléchissant à l'argument de Clarke, le neuroscientifique Sam Harris remarque « La naissance de tout être conscient après votre mort est, dans un certain sens, profondément analogue à votre propre renaissance. Étant donné votre identité en tant que conscience, votre survie à la mort est plus ou moins assurée tant que la conscience persiste quelque part. » Clarke et Harris présentent tous deux cette idée d'une conscience continue au-delà de la mort comme un réconfort pour ceux qui craignent la fin de la vie. Pourtant, d'autres pourraient considérer qu'une telle vision rapproche beaucoup trop les diverses expériences conscientes proposées dans la réalité pour les réconforter. Il suffit de penser à toutes les expériences conscientes qui se déroulent dans le monde naturel, qu'elles soient belles ou terrifiantes, ou aux formes d'esprits extraterrestres qui pourraient émerger à l'avenir, ou encore aux confins du cosmos. En tant que conscience, nous faisons l'expérience de l'illumination la plus grande et la plus sereine, ainsi que de toutes les expériences réelles qui existent et existeront, de la terrible souffrance de la perte et des désirs frustrés. Plusieurs philosophes ont soutenu que notre identité première est la conscience, et que ce fait a de profondes implications éthiques. Dans son livre fascinant, Asterisk, You are them asterisk, le philosophe Magnus Winding interpelle S et lecteurs en leur demandant « Pourquoi, lorsque vous vous réveillez le matin, êtes-vous la même personne que celle qui s'est endormie la veille ? Pourquoi ne vous réveillez-vous pas plutôt comme un lapin effrayé dans une forêt sombre au milieu de la nuit ? Qui a dit que ce n'était pas le cas ? Ce point de vue entre en résonance avec des idées anciennes et contemporaines. L'une d'entre elles, en particulier, est l'individualisme ouvert, proposé par le philosophe contemporain Daniel Kollak. Dans l'individualisme ouvert, il n'existe qu'un seul sujet numériquement identique, qui est tout le monde à tout moment. Dans l'individualisme ouvert, il n'y a pas d'entité distincte propriétaire d'expérience à la première personne. Au lieu de cela, partout où il y a une conscience, il y a vous. Chaque être conscient qui a existé ou existera dans le futur est expérimenté par le même principe de conscience. Par analogie, nous pouvons considérer ce principe de conscience comme similaire au processus de fusion nucléaire qui a lieu dans les étoiles. Il y a des billions d'étoiles dans l'univers, et elles sont toutes alimentées par la fusion nucléaire. Mais nous ne disons pas qu'il y a des milliards de fusions nucléaires. Il est plus exact de dire qu'il n'y a qu'un seul processus de fusion nucléaire qui alimente toutes les étoiles existantes. De même, il n'existe qu'un seul principe de conscience qui sous-tend les innombrables esprits existants. Dans cette optique, il n'existe pas de moi ou d'âme distincte naviguant à travers les expériences. Il n'y a que la conscience, qui s'expérimente elle-même sous une variété innombrable de formes. Que nous vivions ou non dans un univers purement physique, la conscience, de par sa nature, transcende l'individualité et nous lie dans une expérience continue et partagée de l'existence. Le slogan du Nouvel Âge, « Nous sommes tous un », est souvent accompagné de platitudes naïves de paix et d'amour.
En réalité, le fait d'être confronté à la réalité sans entrave de la conscience en tant qu'identité première donne profondément à réfléchir. Nous voyons qu'il n'y a, en vérité, pas d'échappatoire pour les êtres conscients, quelles que soient les circonstances. Nous sommes, pour toujours et jusqu'au dernier être conscient, dans le même bateau. En ce sens, la reconnaissance du fait que notre identité ultime et la conscience est plus qu'un remède à la peur de la mort, c'est une révélation éthique. En fin de compte, nous n'avons rien d'autre à faire que d'essayer d'améliorer les expériences disponibles de tous les êtres conscients qui sont à notre portée. Comme d'autres, j'ai soutenu que cela nécessitera la réduction systématique, dans la mesure du possible, de tous les états d'agonie et de souffrance qui peuvent être évités. Un autre impératif, peut-être secondaire, est la facilitation générale des états de conscience que tous les êtres pourraient considérer comme valables, tels que le bonheur, la joie et la félicité. Ce nouveau point de vue remet profondément en question bon nombre de nos normes et pratiques humaines. Par exemple, elle nie toute justification de la punition rétributive ou de ce que nous pourrions appeler la violence à la conscience. Le spécisme, l'agression de groupes marginaux et les préjugés égoïstes sont considérés pour ce qu'ils sont, le produit d'une erreur d'identité. La mort n'est pas une échappatoire à la réalité. Au contraire, comme l'écrit Clarke, il est plus juste de considérer la mort comme un rafraîchissement radical de la subjectivité plutôt que comme son extinction. En fin de compte, nous sommes cette partie de la réalité qui prend conscience de son existence. Pour le meilleur ou pour le pire, nous sommes véritablement immortels. Nous pouvons faire l'expérience de la mort, mais seulement en tant qu'abstraction, de l'extérieur. Mais il s'agit d'une illusion. Il n'y a pas de vie après la mort parce qu'il n'y a pas de mort. C'est la fin de ce dossier. Les travaux de l'Institut de la réalité sont mis gratuitement à votre disposition, mais ils nous demandent beaucoup de travail. C'est pourquoi, si vous avez apprécié cette vidéo, vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube et laisser un j'aime sous cette vidéo. Nous reviendrons bientôt avec un autre dossier. Quantiquement, l'équipe de l'Institut de la réalité.